Bien sûr, on va voir, en voie de prose, on va voir l'arme atomique comme une arme de la lutte des classes. C'est ce que disait Brecht, c'est ce qu'à l'époque de Pasolini disait Hannah Arendt et encore plus fermement Günther Anders, par exemple. Mais on va les regarder encore, ces explosions. Et là, Pasolini ose persister devant les armes atomiques. Il ose persister, persévérer dans sa question poétique adressée à la beauté des formes. C'est incroyable. Il ose parler de beauté. On vient de quitter Marilyn. Il ose continuer dans son questionnement poétique, et de ce que vous voyez là, on passe à ça. On passe à 4 images de tableaux abstraits de Jean Fautrier, dont le lyrisme vient souligner ou accuser la beauté même des cieux bouleversés. Moment lyrique, lui-même immédiatement accusé, souligné, à travers une réflexion d'ordre. On vient de voir un tableau abstrait et on est immédiatement dans un commentaire politique. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Parce que ce qui est dit là, de façon très politique, mais alors là, le détail est fondamental, parce que c'est politique, mais c'est lu par la voix de poésie. C'est lu comme une poésie, car c'est une poésie. Donc je le dis en français, c'est beaucoup moins beau, vous verrez en italien, c'est magnifique. La classe patronne de la beauté, fortifiée par l'usage de la beauté, parvenue aux confins suprêmes de la beauté, là où la beauté est seulement beauté. La question politique qui est posée, je parle trop là, ça va ? Non, ça va. 10 minutes ? Encore 10 minutes. Ok. La question politique posée par Pasolini, c'est évidemment donc pourquoi des poètes ? Pourquoi des peintres abstraits ? Pourquoi des cinéastes aussi, puisque les cinéastes nous montrent de la beauté. Des cinéastes nous montrent Marilyn ou Anna Magnani, mais bien d'autres genres de beauté. Pourquoi faire œuvre, faire don de beauté dans des temps, des sombres temps, comme dirait Brecht, où existe une classe patronne de la beauté. La question politique, elle est très claire, c'est pourquoi montrer la beauté si montrer la beauté équivaut à l'abandonner entre les mains de l'ennemi. Vous voyez la question ? Ça veut dire, la beauté serait-elle elle-même un objet de lutte des classes ? Pasolini n'a même pas à répondre. C'est évidemment oui, et c'est ça qu'on voit juste après. C'est ça qu'on voit, des bourgeoises typiquement vulgaires, à force d'être, comme je le lis dans le scénario, ingioiellate, chargées de bijoux, lors de soirées d'opéra ou quand on fait des enchères pour acheter une belle œuvre de Barnett Newman, par exemple, ou de Fautrier, voilà. C'est-à-dire la question de l'appropriation bourgeoise de la beauté, qui est aussi appropriation de la nature et de l'histoire elle-même. La classe patronne de la richesse, parvenue à une telle confiance dans la richesse, au point de confondre la nature avec la richesse, à ce point perdue dans le monde de la richesse, qu'elle confond l'histoire avec la richesse. Comme bataille, Pasolini est complètement taraudé, je dirais, par le rapport entre la beauté et le mal. Et il va situer le conflit à l'intérieur de la beauté elle-même. Alors je reprends un peu les éléments de ce qui est en fait un argument. Vous avez Marilyn, c'est une beauté par obéissance. Vous voyez, vous avez une personne rayonnante, antique et juvénile aux yeux de Pasolini. Juvénile et antique, ça va toujours ensemble. Une beauté que s'approprie la classe bourgeoise à travers ce que Adorno nommait déjà l'industrie culturelle et que Guy Debord ne nommait pas encore la société du spectacle. Regardez la beauté de ces explosions atomiques. Qu'est-ce qu'elles sont sinon la beauté par terreur, la beauté d'un processus de destruction absolue aux mains des seigneurs de guerre. Regardez cette beauté. C'est Fautrier, c'est de la beauté abstraite, et c'est ce que Pasolini
peu importe s'il a raison ou tort, là, je pense qu'il a tort, mais c'est pas grave, ça fait partie de son argument. Pour lui, c'est la beauté pour la beauté, point. C'est l'art pour l'art dont il ne supporte, qu'il ne supporte pas. Et que, au fond, la bourgeoisie, à ses yeux, s'approprie cette beauté de la même façon qu'au Moyen-Âge, Scrovegni s'appropriait la beauté de Giotto pour, disons, pour apaiser son éventuelle mauvaise conscience, comme Monsieur Frick l'avait fait, qui s'occupait, il y a pas mal de mineurs engagés par Frick qui sont morts de coups de grisou, eux aussi, et puis qui a créé cet extraordinaire musée d'art à New York, ou François Pinault aujourd'hui, et des gens comme ça, voilà. Et voilà pourquoi dans la séquence qui suit immédiatement, vous voyez deux portes solennelles qui se ferment devant nos yeux, comme si la beauté nous était refusée par les maîtres de la richesse. La classe de la beauté et de la richesse, un monde qui ne vous écoute pas. La classe de la beauté et de la richesse, un monde qui vous laisse sur le pas de sa porte. Et c'est là que les mineurs reviennent depuis le fond du film, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est là qu'émerge ce que j'appellerais l'autre beauté, la beauté si étrangement belle de porter son autre, qui est la douleur la plus antique. 23 mineurs remontés depuis le fond de la mine, portés par leurs camarades et pleurés par leurs épouses ou par leurs mères. C'est cela qu'on voit d'abord, c'est un contrepoint exact aux vies chargées de bijoux des bourgeoises, c'est un contrepoint également à la mort de Marilyn elle-même en forme de poussière d'or. Ce sont des femmes en gris, en noir, des femmes qui se débattent dans le deuil, qui se lamentent, qui se taisent dignement. Comme ici, ou qui lancent leurs gestes de colère contre les autorités, capables seulement, comme on dit aujourd'hui, de gérer l'accident. Et Pasolini composera en voix de poésie quelque chose véritablement comme un traînos, un chant funèbre, très humble, pour ce peuple atteint par le coup de grisou. Je vous le laisserai découvrir. Il est plutôt bien traduit. Voilà, je vais m'arrêter là, tout en maintenant peut-être simplement indiquer les questions qui surgissent. Les questions qui surgissent, c'est en particulier si on prend garde au fait que avant tout cela, il y a un très simple poème qui s'appelle La Rabbia et qui pose déjà toutes les questions. Même si ce poème se concentre à un moment donné sur pourquoi moi, poète, je n'arrive plus à décrire une rose, une simple rose. Donc le mot rabbia arrive après le mot rosa, comme le mot furore va arriver avec le mot cuore, le mot le plus poétique, traditionnel du terme. Et qu'est-ce que c'est que ce type de... Qu'est-ce que c'est au fond? Et ça sera l'objet des fameux textes des années 67, 68, surtout 67. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma de poésie? Voilà, c'est la question que je n'ai pas fini de... Voilà. Et je vous montre la séquence, après on discute. Gioia, ma quanto inestinguibile terrore, in mille parti del mondo e nella nostra memoria. In mille parti dell'anima la guerra non è cessata. Anche se non vogliamo ricordare, la guerra è un terrore che non vuole finire. Nell'animo, nel mondo. Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente
e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza, sparì come un pulviscolo d'oro. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo era bellezza. La stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo. Le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza, ma tu continuavi a essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro. E fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. Sparì come una bianca colomba d'oro. La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano, smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono: è possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte. Sogni di morte. Ah, figli. Erano mostri le madri, lente fatalità che si compiono fuori dal mondo. Noi non siamo mai esistiti. La realtà sono queste forme nella sommità dei cieli. Lotta di classe, ragione di ogni guerra, soavi forme di cancro, armi della lotta di classe, coperchi del terrore che domina il mondo, rose rognose della guerra, seminata dalla lotta di classe. La classe padrona della bellezza, fortificata dall'uso della bellezza, giunta ai supremi confini della bellezza, dove la bellezza è soltanto bellezza. La classe padrona della ricchezza,
giunta a tanta confidenza con la ricchezza da confondere la natura con la ricchezza. Così perduta nel mondo della ricchezza da confondere la storia con la ricchezza. Così addolcita dalla ricchezza da riferire a Dio l'idea della ricchezza. La classe della bellezza e della ricchezza, un mondo che lascia fuori dalla sua porta. E la classe degli scialli neri di lana, dei grembiuli neri da poche lire, dei fazzoletti che avvolgono le facce bianche delle sorelle, delle attese cristiane, dei silenzi fratelli del fango e del grigiore dei giorni del pianto, la classe che dà supremo valore alle sue povere 1000 lire e su questo fonda una vita, pena capace di illuminare la fatalità del morire. Voilà.